La petite princesse s'en va combattre le dragon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur mon curieux booktube féministe. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo un peu spéciale puisque contrairement à mon habitude, je ne vais pas vous présenter un ou deux romans et les thématiques qui sont abordées, mais je vais vous parler du Pumpkin Autumn Challenge ou PAC pour les intimes. Alors le PAC, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un challenge littéraire et cinématographique qui est proposé à l'automne tous les ans par Gimoz depuis 2017. Je vous mets dans la présentation de cette vidéo un lien vers sa chaîne. Et donc ce challenge va se dérouler sur 3 mois, du 1er septembre au 30 novembre. Alors le mot challenge peut faire peur, on peut s'imaginer un nombre de lectures imposées ou des règles très compliquées, mais ce n'est pas du tout le cas. L'objectif c'est vraiment de se faire plaisir et de pouvoir échanger sur ces lectures d'automne avec d'autres lecteurs, d'autres lectrices, et notamment sur la page Facebook qui est consacrée à ce challenge. Donc là aussi je vous mets le lien dans la présentation de la vidéo. Cette année, Gimoz a défini 3 grandes catégories ou menus et chacun de ces menus comporte 4 sous-catégories que je vais vous présenter ensuite. Donc moi, j'ai choisi de vous proposer un livre par sous-catégorie, donc il y en a 12, mais c'est évidemment ce qui me convient, ce qui me fait plaisir, ce qui me donne envie. Vous n'êtes évidemment pas obligé de concevoir le challenge comme ça, vous pouvez le faire comme il vous plaira, un livre, 2 livres, 10 livres, peu importe, l'intérêt c'est donc de vous faire plaisir. Et en attendant, je vous invite quand même à aller voir les vidéos de présentation proposées par Gimoz qui vous expliquent tout ça bien mieux que moi. Alors me concernant, c'est la 3e année consécutive que je participe à ce challenge, mais je dois vous avouer que les 2 premières années, je faisais ça plutôt de loin. Concrètement, si les livres que je lisais rentraient dans les catégories, tant mieux, s'ils n'y rentraient pas, tant pis. Et ce qui me motivait, c'était surtout d'échanger avec d'autres lecteurs, d'autres lectrices et de découvrir de nouvelles lectures. Je dois vous avouer également que la notion de PAL, donc de pile à lire, est un peu anxiogène pour moi parce que si je lis beaucoup, j'emprunte aussi beaucoup, donc mes lectures se vont le plus souvent au gré de mes trouvailles. Et cette idée d'avoir figé une liste de livres à lire, je trouve ça assez angoissant. Donc j'étais partie cette année pour faire comme les années précédentes. Et puis je me suis dit qu'après tout, c'était peut-être quand même l'occasion de sortir de mes étagères des livres qui y attendaient depuis quelques semaines ou quelques mois. Alors il n'y en a pas tant que ça, parce que comme je vous le disais, j'emprunte beaucoup, donc j'achète relativement peu. Mais donc je suis quand même allée piocher 12 livres correspondant à chacune des sous-catégories proposées par Gimoz. Et je me suis donné un petit challenge supplémentaire pour être aussi en accord avec les valeurs que je défends dans mes vidéos. C'est-à-dire que j'ai cherché 12 livres qui étaient le fruit d'autrices et ou d'illustratrices uniquement. Et ça me fait d'autant plus plaisir que cette année, Gimoz a orienté en fait son challenge vers le féminin. Ce qu'elle explique dans sa vidéo, c'est que d'ordinaire, elle a 3 grandes thématiques, donc qui sont en gros automne frissonnant, automne douceur de vivre et automne enchanteur. Et que cette année, elle a choisi de transformer automne enchanteur en automne des enchantresses, avec donc beaucoup de thématiques qui m'intéressaient beaucoup. Alors c'est parti, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais donc vous présenter chacun des 3 grands menus, chacune des 12 sous-catégories et les mots-clés associés à ces sous-catégories pour nous inviter à définir nos lectures et les lectures que j'ai choisies. Premier menu, automne frissonnant. Je suis Médée, vieux crocodile. Trahison, thriller, policier, horreur, épouvante. Pour cette sous-catégorie, j'ai choisi le roman La fille qui n'existait pas de Nathalie C. Anderson, qui a été publié par Pocket Jeunesse en 2018.
Dans ce roman, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Tina, qui vit au Kenya et qui fait partie d'un gang influent pour lequel elle est l'une des meilleures cambrioleuses. Et en fait, la mère de Tina a été assassinée et Tina est persuadée que c'est l'homme blanc chez qui elle travaillait comme domestique qui l'a assassinée. Et elle va donc mener son enquête. Alors ce que je vous ai raconté là, c'est surtout le résumé au dos du livre, je n'en sais pas beaucoup plus sur ce roman, mais les critiques que j'ai pu lire étaient plutôt très positives. Apparemment c'est un roman avec de belles surprises, c'est un roman assez original, donc j'espère qu'il me plaira. Les chimères de la Sylve rouge, gothique, vampire, créature de la nuit. Alors là, mon choix a été très vite fait puisque j'ai acheté tout récemment le second volume du reboot de la série Buffy contre les vampires en comics. Donc Buffy, série que j'aime d'amour et dont je vous ai déjà parlé dans ma vidéo Moi ce que j'aime, c'est les vampires. Donc là, il va être difficile de vous parler de ce second tome sans vous spoiler le premier. Mais donc pour rappel, donc ce comic c'est un reboot, c'est-à-dire qu'en fait la série recommence à son début, donc avec l'arrivée de la tueuse à Sunnydale. Donc on va retrouver les mêmes personnages, le même pitch de départ en quelque sorte, mais ces personnages en fait vont être vraiment reconfigurés, les événements qui vont se dérouler ne seront pas les mêmes, et ça a vraiment été ce premier tome une très bonne surprise pour moi. Donc je suis impatiente de découvrir ce second tome. Cette série, elle est publiée chez Panini Comics et elle est notamment scénarisée par Jordie Bellaire, qui est également coloriste et qui a remporté 2 prix Eisner en 2014 et 2016. Le prix Eisner, en fait, c'est l'un des prix les plus prestigieux dans le domaine de la bande dessinée. Les supplices de la belladone. Livre avec une couverture noire. Là, j'ai choisi de lire le dernier roman en vers libre de Sarah Crossan qui s'appelle Toffee. Donc Toffee, c'est son titre original dans sa version publiée par Bloomsbury l'année dernière. C'est cette version-là que j'ai achetée à Londres en décembre dernier avant qu'il ne sorte en France. Là, il est sorti en juin, c'est chez Rajo et c'est traduit comme précédemment par Clémentine Beauvais. Donc Toffee et moi en français, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a fui son domicile et qui va rencontrer une dame qui a perdu la mémoire. Alors j'adore Sarah Crossan, j'adore les romans en vers libre, donc sincèrement je ne me fais aucun souci sur la qualité de cette lecture. Là, le challenge pour moi par contre, ça va donc être de le lire en VO anglaise, sachant que c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. J'ai lu de la VO allemande dans le cadre de mes études, mais de la VO anglaise, non. Donc ça va être l'occasion de se lancer. Esprit, es-tu là? Fantôme, fantôme du passé, famille, historique, classique. Là, j'ai choisi un classique que j'avais acheté en fait l'année dernière pour l'édition précédente du pack et que je n'ai pas lu à ce moment-là. C'est Frankenstein de Mary Shelley qui a été publié pour la première fois en 1818. Alors, je pense qu'il est inutile de vous rappeler l'histoire donc, de ce savant, Victor Frankenstein, qui va décider de créer un être vivant à partir de chair morte. Je le fais quand même du coup, ne serait-ce que pour vous rappeler que Frankenstein est bien le nom du savant et non celui de la créature. Au-delà du roman lui-même, qui est donc un roman gothique, précurseur de la science-fiction, c'est aussi et surtout la personnalité de Mary Shelley qui m'intéresse et l'impact qu'elle a pu avoir en tant qu'écrivaine dans l'histoire de la littérature. Et pas que, d'ailleurs, puisque le Frankenstein est vraiment devenu un mythe et à l'instar de Dracula, il a vraiment traversé l'histoire avec des réécritures, des réappropriations. Donc depuis le début du cinéma, je pense au Frankenstein avec Boris Karloff, jusqu'à la pop culture actuelle. Donc c'est vraiment un classique que j'avais très envie de découvrir, donc là aussi ça va être l'occasion. Deuxième menu,
Automne, douceur de vivre. Il fait un temps épouvantail. Halloween, Samhain, automne. Pour cette sous-catégorie, j'ai choisi le roman Wicca de Marie Alino, qui est sorti en 2019 dans une maison d'édition jeunesse que j'aime beaucoup, qui est Pulp Fiction. Et sa couverture est illustrée par Digli et elle est juste sublime. Wicca, c'est l'histoire d'une sœur et d'un frère, Avril et Octobre Sorcelage, qui vivent dans une famille qui pratique en secret la Wicca. C'est une forme de magie très bienveillante, très axée vers la nature et qui leur donne de grands pouvoirs. Sauf que malencontreusement, un jour, Avril et Octobre vont réveiller un démon des reflets dans un miroir ensorcelé de leur manoir et ça va être le début des ennuis. C'est un roman qui me semble absolument parfait pour Halloween et le gros bonus pour moi c'est qu'en fait Avril et Octobre vivent dans un manoir qui est d'une certaine manière vivant, qui a des émotions, qui s'expriment, qui boudent. Et moi j'ai toujours eu un faible pour les maisons et les objets hantés dans tous les sens du terme. Donc je pense que c'est une lecture très très chouette qui va beaucoup me plaire. Siroter un chocolat chaud sous les saules. Anthropomorphisme, enfance, feel good, cocooning. Alors ici, ce sont surtout les mots enfance et cocooning qui m'ont inspirée et j'ai choisi de lire le roman de Diana Wynne-Jones, Le Château de Hurle, qui a été publié pour la première fois donc en Grande-Bretagne en 1986, qui n'a été traduit en France que tardivement, c'était en 2005, donc près de 20 ans après, et qui vient d'être réédité là en juin 2020 par les éditions Inis. Le Château de Hurle, c'est le roman qui a inspiré à Hayao Miyazaki son film Le Château ambulant, qui est un de mes préférés après Mon voisin Totoro, évidemment. Et j'ai notamment un coup de cœur pour le personnage de Calcifer, qui est un démon du feu que j'aime beaucoup. De toutes les critiques que j'ai lues, Le Château de Hurle apparemment est vraiment un très bon roman qui est assez éloigné par certains points de l'adaptation qu'en a fait Miyazaki. Et donc qui est assez proche pour qu'on s'y retrouve, mais assez loin pour qu'on puisse découvrir une nouvelle histoire. Donc ça a l'air vraiment d'être une super chouette lecture et c'est vraiment un des romans de ce challenge qui m'enthousiasme le plus. Fafnir ton assiette, sinon pas de piécette. Créatures légendaires et fantastiques, petits peuples, féeries, contes, légendes, mythes. Ici, j'ai choisi de lire Bord de terre de Julia Thévenot, qui a paru chez Sarbacane, c'était en début d'année 2020. De ce roman, je n'en sais pas beaucoup plus que ce que la quatrième de couverture nous en dit, à savoir qu'on va suivre l'histoire d'une jeune fille de 12 ans qui s'appelle Inès, qui est une jeune fille vive et téméraire et qui cherche toujours à défendre son grand frère Tristan qui est autiste. Et un jour, Inès et Tristan vont basculer dans un univers parallèle qui est celui de Bord de terre. Alors Inès va être extrêmement excitée par ce nouvel univers. Tristan lui est un peu plus inquiet et il sent bien que quelque chose de pas très net se trame à Bord de terre. Alors j'ai volontairement choisi de ne pas lire de critique de ce roman parce qu'il me semble extrêmement foisonnant, ça me semble être un univers très riche et donc j'avais vraiment envie de le découvrir par moi-même. Ce que j'ai pu en lire malgré tout avant de décider de ne plus lire de critiques, c'est que c'est aussi un roman qui est assez dense et dans lequel il faut vraiment se plonger. Donc j'avais prévu de le lire cet été pendant mes vacances et puis j'ai lu et fait tout autre chose. Donc je vais me le garder pour un week-end pluvieux avec un matcha latte sous un bon plaid. Qui a dit cliché? A Window to the Past, sorcier, sorcière, magie, SFFF. Pour cette sous-catégorie, j'ai choisi mon tout premier achat post-confinement. J'ai nommé Sacrée sorcière, donc la version adaptée par Pénélope Bagieux en bande dessinée, sortie chez Gallimard là en tout début d'année.
donc adaptation évidemment du roman cultissime de Roald Dahl. Pénélope Bagieux, vous la connaissez peut-être pour ses bandes dessinées culottées qui présentent de courtes biographies de femmes qui ont marqué l'histoire et que l'histoire a bien souvent oublié. Et Pénélope Bagieux, en fait, pour ses BD, elle a remporté en 2020 le prix Eisner, dont je vous parlais tout à l'heure, donc prix extrêmement prestigieux. Et c'est la première française à avoir remporté ce prix. Bref, Sacrée Sorcière me fait sacrément envie et je suis vraiment ravie de pouvoir profiter du challenge pour me plonger dans cette lecture. Troisième menu, Automne des Enchanteresses. Les rêves d'aurore, LGBTQIA+, militantisme. Pour cette sous-catégorie, j'ai choisi la nouvelle romantique et gothique Isoline de Judith Gauthier. Et pour tout vous dire, en fait, j'ai un peu triché parce que j'ai choisi le mot-clé militantisme. Mais en vrai, ce mot-clé ne fait pas tant référence à cette nouvelle qu'à la maison d'édition, donc Talent Haut, dont je vous ai déjà parlé, parce que c'est la première maison d'édition antisexiste à destination de la jeunesse. Donc je fais référence donc à cette maison d'édition, mais aussi et surtout à la collection dans laquelle est publiée cette nouvelle, qui s'appelle Les Plumées, et qui est une nouvelle collection depuis février 2019. Cette collection Les Plumées, elle a pour objectif de remettre sur le devant de la scène des autrices oubliées, avec cette idée que, notamment dans les programmes scolaires, les auteurs étudiés sont bien souvent justement des auteurs, alors que les autrices qui sont publiées dans cette collection ont rencontré de leur vivant du succès auprès de leur lectorat, du succès critique aussi, mais elles sont ensuite tombées dans l'oubli, contrairement à leurs homologues masculins, alors que leurs œuvres n'étaient en rien inférieures. Pour preuve, je ne sais pas si vous connaissiez Judith Gauthier avant que je vous en parle, mais moi personnellement non. Judith Gauthier, c'est accessoirement la fille de Théophile Gautier, que vous connaissez peut-être là pour l'avoir lu par exemple au collège, je pense au Capitaine Fracasse ou au roman de la momie, mais c'est aussi et surtout une autrice qui a écrit de nombreuses nouvelles, des contes, des romans, des pièces de théâtre. Elle fait aussi partie des personnes qui ont participé à l'édification du mythe wagnérien, donc de Richard Wagner, le compositeur. Et enfin, et là c'est une information qui n'est pas des moindres, ça a été la première femme à entrer à l'Académie Goncourt en 1910. Donc maintenant, vous connaissez Judith Gauthier. Sarah Bernard, Monstre sacré. Dramaturgie, pièce de théâtre, art. Pour cette sous-catégorie, j'ai choisi le premier tome du manga Arte de Kei Okubo, qui est paru chez Komiku Édition en 2015. Alors je dois vous dire que je ne suis pas une grande lectrice de manga, mais mon mari, si. C'est plutôt un lecteur de shoujo, donc je ne pensais pas trouver Arte, que j'avais vu passer pas mal sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Donc je ne pensais pas trouver Arte dans notre bibliothèque, mais en la rangeant pendant le confinement, eh bien si, j'ai trouvé ce premier tome. Cette série m'a semblé extrêmement intéressante. Arte, c'est une jeune aristocrate qui vit à Florence au début du XVIe siècle, donc à une époque qui est extrêmement foisonnante sur le plan artistique. Et elle a un rêve, en fait, c'est de devenir artiste peintre et donc d'entrer en apprentissage dans un des nombreux ateliers de la ville. Sauf que bien évidemment, à cette époque, il est bien peu convenable pour une femme d'être peintre. Donc en fait, on va suivre le combat d'Arte pour réaliser son rêve. Ça a l'air assez chouette. Les écailles de Mélusine. Féminisme, transformation, métamorphose. Ici, j'ai choisi le roman de Carole Trébor, Combien de pas jusqu'à la lune, qui a été publié chez Albin Michel en 2019 et que j'ai eu la chance de faire dédicacer par son autrice au Salon du Livre de Montreuil en novembre dernier. Ce roman, c'est une biographie romancée de la vie de Katherine Johnson.
qui est une femme noire née en 1918 dans l'état ségrégationniste de la Virginie occidentale, d'un père bûcheron, d'une mère enseignante et qui est devenue mathématicienne pour la NASA. Ce sont ces calculs qui ont permis à la NASA d'engager la conquête de la Lune, donc à une époque où, comme je vous le disais, la ségrégation raciale était encore en vigueur. Katherine Johnson, vous en avez peut-être entendu parler parce qu'elle est décédée récemment, elle avait 101 ans, c'était en début d'année, en février 2020. Et elle a aussi reçu en 2015 des mains de Barack Obama, qui était alors président des États-Unis, la médaille présidentielle de la liberté pour toute son action en faveur de la lutte contre les discriminations, dans laquelle elle était très engagée. Donc là encore, une figure de l'ombre jusqu'à tout récemment qui a pourtant participé aux plus grandes missions spatiales américaines. Nausicaa de la vallée du vent. Nature writing, écologie, nature, post-apocalyptique. Pour cette dernière sous-catégorie, je n'ai pas fait très original et j'ai choisi de lire le roman de Jean Egland Dans la forêt, qui est paru dans sa version originale en 1996 et qui a été traduit tout récemment en fait en français par Gallmeister, c'était en 2017. Dans la forêt, c'est un roman dont je vous ai déjà parlé dans une de mes vidéos précédentes sur Fille de la Walilou de Cécile Roumiguière, qui ferait d'ailleurs un excellent roman pour cette sous-catégorie si vous en cherchez un. En fait, dans la forêt, pour l'instant, je n'en ai lu que l'adaptation en bande dessinée par Lomik, c'est paru chez Sarbacane. J'avais beaucoup aimé cette adaptation, mais du coup j'avais envie de découvrir les vrais mots de l'autrice. C'est un récit qui entre vraiment parfaitement dans cette catégorie parce que c'est à la fois du post-apo et je pense du nature writing, ou du moins c'est vraiment très lié à la nature, puisqu'on va suivre l'histoire de deux jeunes sœurs, Nell et Eva, qui, après l'effondrement de la société et la disparition de leurs parents, vont faire le choix de continuer à vivre dans leur maison familiale qui est au milieu de la forêt et vont donc apprendre à vivre avec et grâce à cette forêt. Voilà pour cette pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Alors, on va pas se mentir, une pile, ça reste ce que c'est-à-dire une sorte de projet un peu utopique. Je me connais, il est évident que je vais lire 50 romans BD qui n'auront rien à voir et peut-être qu'au final, sur ces 12 que j'ai sélectionnés, j'en aurais lu 2. Je ne sais pas, ça n'a pas d'importance, comme je vous le disais. L'intérêt, c'est vraiment de se faire plaisir et de lire des choses qui nous donnent envie sur le moment. En attendant, j'espère vous avoir fait découvrir des lectures. Moi, j'ai été ravie d'aller comme ça à la recherche d'autrices, d'illustratrices et de partager tout ça avec vous. Si vous avez lu certains de ces romans, n'hésitez pas à me faire part de vos avis en commentaire. N'hésitez pas non plus à me partager vos pales, à me dire vos projets pour le Pumpkin Autumn Challenge. J'espère vous avoir peut-être aussi donné envie d'y participer. Si vous ne connaissiez pas, allez voir Guimoz, elle va vous expliquer tout ça. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. À très bientôt!